Il était 3h30 de l'après-midi. Le 1er août 1644. Le combat était terminé. La bataille d'Aspern-Tallow était perdue, hélas. Les royalistes étaient tombés autour de leur roi comme des fruits trop mûrs. Mais Jonathan Lawrie n'avait pas trouvé la mort. Par ici. Et s'il vous plaît, essayez de ne pas vous attarder en chemin. Et nous y sommes. Il avait combattu avec bravoure ce jour-là pour son roi et son pays, payant très cher sa fidélité et son amour. Mais qui cela intéressait-il? Il avait de nombreux biens, bénéficiant des faveurs du roi, et des amis fidèles sur ces terres où régnaient les têtes rondes. Il poursuivit sa route sur ce sentier et fit une pause ici, afin de reprendre les forces et de tirer de l'eau du puits. Veuillez vous ranger, s'il vous plaît, j'aimerais passer. Attention aux voitures, mademoiselle Bensol. Il but et repartit. Venez, suivez-moi. Comme il arrivait à cet endroit, des brutes de Cromwell qui saccageaient tout sur leur passage virent sa silhouette depuis cet endroit en contrebas. Pour la toute première fois de sa vie, Jonathan Lawrie s'enfuit. Du sang coulait de la blessure qu'il avait à l'épaule gauche, laissant des traces. Mais il continua d'avancer. Jusqu'à ce qu'ici, juste devant lui, se dresse la demeure familiale Aspern Hall. C'était l'après-midi. Alors qu'il pénétrait dans le grand hall, il cria le nom de sa femme, Florence. Florence! Et comme il atteignait cet endroit même, un mousquetaire des têtes rondes franchit la porte et le tua. Mort. Et selon son souhait d'être enterré là où on l'aurait trouvé, ce jour-là, cet emplacement devint sa dernière demeure. Cela dit, je sais de sources sûres qu'il ne repose pas en paix. Vous n'allez pas nous dire qu'il hante les lieux, monsieur Watford? Pourquoi? Vous niez la présence des revenants? Vous l'avez vu? Bien des gens l'ont vu. Et avant qu'il ne fasse sa promenade, il tient à nous avertir tous. Il fait sonner la cloche de l'église. Mélancoliquement. Nous avons l'honneur d'avoir un très beau portrait de Jonathan, exécuté quand il était au sommet de sa gloire par le grand artiste Robert Walker. Vous êtes policier, non? Faites quelque chose! Qui a dit qu'il n'y avait plus de justice? George Burton vient de casser sa pipe alors qu'il donnait un interview sur son bouquin. J'en conclus que vous n'étiez pas très amis. Pas vraiment. Le dernier survivant d'un gang. Ils avaient attaqué 4 fourgons blindés à Douvres en 1985 et cloué l'un des chauffeurs à une fenêtre. Et il a osé en faire un bouquin? Oui, ça fait fureur ces trucs-là. Est-ce que tu sais à quelle heure notre fille est rentrée cette nuit? 2 heures. Environ. Ils ont un service à te demander. Il? Mais papa, le bail de Nico vient tout juste d'expirer. Je regrette, il ne va pas vivre chez nous. On peut le mettre dans le débarras, Tom. On pliera proprement tes affaires dans le garage. Mes affaires? Mais ce n'est que pour 15 jours. Pourquoi faut-il, lorsque je dis non, que vous compreniez toujours oui? Tiens, bonjour, Nico. Ce n'est pas tout, Tom. Je l'aurais parié. Il a un rôle dans une série télévisée. C'est un rôle muet, je suppose? C'est une série policière. Je joue le rôle d'un inspecteur. Tu veux bien le laisser accompagner Gavin, juste pour voir comment il fait? Ah, oh. Je suppose qu'un gentil petit meurtre serait trop demandé.
Tout ce que j'ai à offrir, c'est une vieille toile de maître qui a été lacérée au musée d'Aspern-Talot. Mais jusqu'ici, ton inspecteur tient son rôle de manière totalement crédible. C'est vrai, ça? Pourquoi? Tu as observé la règle numéro 1 du métier. Toujours faire attendre l'inspecteur-chef. Oh, Charlie! Tu as presque terminé? Non, j'essaie de ne pas traîner. Oh, oh mais c'est fantastique! Oh, oh, mais c'est beaucoup mieux que mon grenier poussiéreux qui me sert d'atelier. Oh! Non, attention, attention. Oh, je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour moi, m'installer comme ça chez toi. Eh bien, ça a marché, j'en suis très content. Et ça y est, à partir de lundi matin, Sandra McKillop, spécialiste en restauration de tableaux et de cadres. Vous demandez, elle vous le fait. Oh, tu sais, je viens d'avoir un coup de fil du musée d'Aspern-Talot. Alan Bradford veut me faire un petit boulot. Raconte-moi. Oh, il s'agit d'un portrait qu'il voudrait que je répare. Il aimerait que je commence aussitôt que possible. Alors, qu'est-ce que tu attends? Vas-y. J'aurais aimé que tu m'accompagnes. Laisse-moi 5 minutes. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, Angel. Pas étonnant qu'il soit entré. Faux système d'alarme, juste une simple serrure encastrée, fenêtre qui ferme très mal. Où est l'inspecteur Troy? À l'intérieur, par ici, monsieur. Merci beaucoup, Angel. Je vais me débrouiller. Très bien, monsieur. Quelqu'un a lacéré ce portrait, chef. Règle numéro 2. Toujours traiter le patron comme s'il était aveugle et demeuré. Troy, Nico va te suivre partout pendant 8 jours. Pourquoi faire? J'ai besoin de voir comment la police Je suis travaille. l'inspecteur Barnaby et vous êtes, monsieur? Alan Bradford, le conservateur du musée. Je suis surpris qu'il vous reste encore quelque chose à conserver, monsieur Bradford. Un faux système d'alarme sur la façade, une simple serrure encastrée sur la porte d'entrée, des fenêtres qui ferment mal. Vous auriez dû mettre un panneau. S'il vous plaît, cambriolez-moi. C'est une question d'argent, inspecteur. Cet endroit n'attire pas les foules. Tu as vu? Tu sais ce que ça veut dire? Non. Monsieur Bradford, dites-moi ce qui s'est passé hier. Je refaisais le circuit que Jonathan Lorry avait fait avant sa mort devant une douzaine de personnes. Et le portrait n'avait rien avant que je parte. Salut, Alan. Oh, pardon. Sandra, quelle joie de te voir. Viens là. Et voici... Inspecteur-chef Barnaby. Et le garçon derrière vous, c'est l'inspecteur Troy. Bonjour. Oh, Sandra McKillop, c'est moi qui vais réparer le portrait. McKillop? McKillop comme les logiciels? C'est nous. Je suis Charles McKillop. Je suis aussi le beau-frère de Sandra. Ainsi que mon ange gardien. Vous avez besoin d'un ange gardien? Oui, en fait, mon époux est décédé l'an dernier. Sandra, tu l'as dit. C'est merveilleux. Bravo. Désolé, inspecteur. Alan, Charlie est en train de me transformer une pièce en atelier, mais il n'a pas terminé. Ça ne te fait rien si je travaille ici? C'est merveilleux. On va t'exposer comme une œuvre d'art. Jonathan Lorry, royaliste, philanthrope, grand humaniste et un brave gars en général. Né en 1591 et mort en 1644. Comment tu sais ça? C'est ce qui est écrit sur sa tombe. Ce malade n'y est pas allé de main morte. Tu pourras le réparer? Bien sûr que oui. Simple curiosité, à quoi ressemblait-il? On en a tiré des cartes postales. J'en ai ici. On en vend des centaines. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Je commence quand? Ce n'est pas de notre ressort, Troy. Tu ranges ça aux affaires classées. Est-ce que vous avez remarqué cette drôle d'odeur?
C'est un musée, mon cher Troy, rempli de trucs et de machins périmés depuis longtemps. Je sais ce que ça sentait. Le poisson. Les malfrats deviennent des enfants de cœur. Les voilà qui lacèrent des tableaux. Bientôt, ils feront des dépassements de vitesse. Ou bien des graffitis sur les murs. Pourquoi ont-ils choisi ce tableau, celui-là en particulier? Pourquoi ont-ils forcé la serrure pour finalement ne rien voler? Ça vous déplaît à ce point que l'on passe une journée tranquille? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi? Remue-toi, mon vieux, j'aimerais que tu ne fasses pas trop honte à la profession. C'est peut-être une vengeance contre la famille Loré. Qui remonterait à 350 ans? T'es fou? Un homme décède. Sa veuve, une restauratrice de tableaux, aimerait retrouver du boulot. Et comme par hasard, un portrait est endommagé. Et qui doit le rénover? C'est elle. Une pure coïncidence. Ou est-ce que c'est mon esprit soupçonné? Aucun commentaire. Aurais-tu un commentaire là-dessus? Oui. Quelqu'un a pris un raccourci à travers le cimetière et s'est tombé de son cabas. Et où allait-il? La rue se termine en cul-de-sac. Il y a 2 minutes, l'affaire n'avait aucun intérêt et voilà que la Terre tourne autour d'un simple paquet de maquereaux. Mets-le dans le frigo de la cafétéria et pense à l'étiqueter, sinon il finira au menu. Je te confie ça. Bonjour, Jim. Bonjour. Que raconte la presse ce matin? Rien de très intéressant. Dites-moi plutôt quelles sont les nouvelles du village. Oh, ce sont les potins qui vous plaisent. Très bien, racontez-moi tous les potins. S'il n'y en a pas, vous les inventerez. Voyons, la crémière a eu un bébé et il ne ressemble à personne que je connaisse, et encore moins à son mari. Ils l'ont appelé Leonardo, comme ce jeune acteur. Et il y a l'histoire du portrait lacéré, ça fait un sacré remue-ménage. Qu'est-ce que les gens en pensent? C'est un acte délibéré ou fortuit ou l'œuvre du fantôme d'Alan? On pense à des enfants du village. Par où je commence aujourd'hui? Par le bas ou le haut? Si vous nous faisiez un café pour commencer. George Burton dit 4 pouces. Tout vient à point qui sait attendre. Un bouquin. Quel bouquin? Le boulot consiste grosso modo à empêcher l'inspecteur-chef de s'emballer. J'ai de la chance, le vieux Tom est sympa dans le travail. Mais c'est le genre à avoir des bugs là où il n'y en a pas. Attention, le voilà qui arrive. Troy! Qu'est-ce que tu penses d'Alan Bradford? J'avais déjà mis cette affaire au placard, je croyais qu'on en restait là. Je veux montrer à Nico nos façons de faire. Tu sais, quand on échange nos idées, tout ça. Bradford? Impressionnable, mais excessif en tout, du genre à s'emballer, sinon il est inoffensif. Nico? Peut-être un peu trop théâtral, mais oui, je suis d'accord avec Kevin. Brave type. J'ai des nouvelles pour vous, messieurs. L'excellent, le fantastique, le merveilleux monsieur Bradford a un casier judiciaire. Et je vous entends encore. Troy, tout ça n'est pas de notre ressort. Rangez ça aux affaires classées. Ça, c'était avant que nous ne trouvions le paquet de maquereaux fumés. Bonjour madame. Bonjour. C'est quoi tout ça? Un souvenir de notre histoire locale, Jim. C'est une armure trouvée sur le champ de bataille d'Asperne en 1644. Un des descendants de ce soldat me l'a envoyé. Il l'a posté à Champagne, dans l'Illinois. C'est incroyable. Alors, Sandra, ça va? Merveilleusement, c'est un succès. De l'avoir à l'œuvre m'a donné une idée. On pourrait ouvrir un atelier. Des personnes bien vivantes faisant de l'art vivant. Venez, enfilez une veste, je vous paie une bière, ça vous changera les idées.
Qu'est-ce qu'il y a? Je vais sortir un petit moment. Ça ira mieux après, je suis navrée. Me croyais qu'elle allait mieux? Charles, c'est moi. Est-ce que tu es là? Salut, ça s'est bien passé? Oh, ça a été... Bien. Oui. Tu as un ou deux petits trucs à signer, ce ne sera pas long. Ça doit être agréable de travailler au musée. Si on aime les fantômes, oui. Encore cette vieille rengaine, Sandra, allons. J'essaie pourtant de me montrer raisonnable, tu sais, mais... Regarde-le bien. Je ne rêve pas. Non, arrête. La forme des yeux, je te l'accorde, mais la ressemblance s'arrête là. Le nez, le menton, la façon dont il se tient. Tu t'imagines beaucoup trop de choses. Et même s'il y a une légère ressemblance avec David, et alors? Mais tu vois bien que j'ai raison. Allez, on rentre à la maison. Je vais te faire un plat exotique. À moins que tu n'en discutes avant avec Linda Marquis, tu veux? J'ai dit à cet inspecteur de police... David est décédé et Alan Bradford a sauté de joie. Tout ça parce que j'ai prononcé le mot. Et tous tes souvenirs t'ont submergé. Oui. Et puis il nous a montré cette carte postale. Je connais ce portrait depuis toujours, mais je n'avais jamais fait la relation. Il ne te fait pas penser à quelqu'un? Si, oui. À David. Vaguement, j'en suis pas sûre. Mais Linda, Charlie dit que non, qui dit vrai dans cette histoire? Ça n'a aucune importance. Le problème est que ça a réveillé ta mémoire. Pas le souvenir de tous les bons moments que vous avez passés ensemble, mais ceux des mois d'horreur quand tu ne pouvais accepter sa mort, Sandra. Tu as oublié le mantra au 3D que nous avions travaillé si son nom était prononcé. Est-ce que tu voudrais me le redire? David Détente disparu. Tu dois penser à ce que tu dis. David Détente disparu. Encore une fois, il faut qu'il n'y ait aucun doute en toi. David Détente disparu. Il n'y a aucun fantôme qui hante le musée d'Aspern-Tallow, ni dans les peintures, ni dans les fauteuils à bascule, ni sous les dalles de pierre. Il n'existe que dans ton imagination. Ça alors, un homme qui cogne à ma porte à cette heure-là, ça va faire jaser mes voisins. Je ne vais pas rester longtemps. Ne dites donc pas de bêtises. Je vous sers quelque chose? Non, j'ai juste une chose à vous dire et je file. Je vais vendre le cottage, Annie. Mais pourquoi? Oh, c'est une longue histoire. Pour une raison ou pour une autre, je suis passé à côté de certaines choses telles qu'une épouse, une famille. Je le regrette, Annie. Je suis trop vieux pour des enfants, mais si une femme veut de moi... Vous êtes un homme très séduisant, Jim. Vous n'aurez que l'embarras du choix. Il est fait. Jonathan Loy,
Vous n'allez pas me dire que vous croyez aux fantômes? C'est sûrement le vent. Cette cloche doit peser une tonne. Jim, n'y allez pas, je vous en prie. Alors, ça donne quoi? Le type que j'interprète a très peu de lignes à dire, en fait. Son patron en a des masses, lui. Alors regardez ça. Il cause, il cause, il cause. Ça, c'est comme dans la réalité. Ouais. Excepté que, contrairement à ton père, ce type ne voit pas de crime avec un C majuscule dans... Bonjour, papa. Bonjour, Cali. Bonjour, Nico. Tu disais quoi? La différence entre vous et cet inspecteur-chef, c'est qu'il est loin d'être aussi... soupçonneux. Il ne voit pas de crime avec un C majuscule dans chaque paquet de macros, c'est bien ça? Navré. Tu es assis à ma place. Merci. Papa, c'est pour toi, Gavin. Je me tenais là. Et ensuite, j'ai fait quelques pas en avant. J'ai fait une pause, je me suis retourné et vlan! Un poing plein dans la figure. Vous avez vu celui qui a fait ça? Juste entrevu. Cheveux foncés, je crois. Teint foncé, tenue foncée. Mais il faisait nuit. Que faisiez-vous ici, dites-moi? J'ai entendu la cloche. C'est le signe que Jonathan Lorry sort se promener. Vous vouliez vous promener avec lui? Bien sûr que non. Mais quelqu'un a fait sonner la cloche. Qui était-ce et qu'est-ce qu'il cherchait? Monsieur Tate, c'est vous qui l'avez trouvé? Exact. Qu'est-ce que vous faisiez là? Une petite balade nocturne, c'est ça? Nous avons entendu la même chose qu'Alan, alors nous sommes venus voir ce qui se passait. Excusez-moi, je ne crois pas avoir le plaisir... Anne Quaritch. Ah oui, vous faites le ménage au musée? Oui, et avant que vous ne me demandiez si des individus suspects rôdaient dans le coin, non, je n'en ai vu aucun. Monsieur Bradford? Jusqu'à cet instant. Les choses se précisent, monsieur Bradford. D'abord le tableau, et maintenant ça. Vous croyez qu'il y a un lien? Après 3 siècles de paix et de tranquillité, 2 crimes en 2 jours, c'est évident qu'il y a un lien. On vient nous voir, je crois. Oh, Seigneur. Marcus, je n'avais pas réalisé que vous étiez si peu en forme. Vous respirerez profondément avant de vous mettre au travail. Puis-je vous aider? Oui. Vous attacherez mon tricycle à cette clôture. Ah, pardon, en fait, c'était une façon polie de vous demander ce que vous faisiez là. Nous sommes inspecteurs de police. C'est vrai, ça? Alors c'est vous qui avez besoin d'aide, pas moi. Faites-moi savoir si je peux vous être utile. Mais certainement. En me disant vos noms, quel est le vôtre? Je m'appelle Marcus Lorry. Et je suis l'arrière petit-fils de Jonathan. Un de ses proches, quoi. Et qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Lorry? La cloche a sonné au milieu de la nuit. Jonathan s'est réveillé et nous avons une question à lui poser. Je regrette, le musée n'est pas ouvert et personne ne peut y entrer. Alan, chérie, ne sois pas bêta. Qu'est-ce que ta mère dirait? Elle dirait, laissez-moi tranquille, je suis morte depuis 10 ans. Ça, c'est une invention, et tu le sais très bien. Ta mère se trouve ici avec nous en ce moment, et elle te dit « Sois gentil avec Eleanor et va lui ouvrir le musée. » Et moi j'entends ma vieille mère me dire « Tu ne dois pas laisser cette dame pénétrer dans le musée avant de savoir qui elle est. » Vous êtes en présence d'Eleanor Bunsall. Elle s'est proclamée reine d'Aspern Tallow. Quelle est la question que vous désiriez poser à Jonathan? Et en quoi cela vous regarde? Je vous en prie, pardonnez-moi. Je désirerais savoir ce qu'il a fait de l'argent de la famille. Pardon? L'argent a disparu peu de temps après son décès. Et nous avons dû épargner et vivre de peu 3 siècles durant. Mais cette fois, c'est terminé.
Oh, dans ce cas, ne perdez pas de temps. Je vous remercie. Jonathan Lorry, et je m'appelle Eleanor Margaret Bunsall. Qu'avez-vous à nous dire à votre sujet? Croyez-vous que les morts reviennent sous forme de fantômes, monsieur Bradford? Bien sûr que non. Vous avez dit à mon jeune collègue, l'agent Angel, que vous aviez vu le fantôme de Jonathan Lorry. Je réserve ça à mes touristes, ils adorent ça. Chut. Je sais que vous êtes là, Jonathan, alors ne faites pas l'âne. Oui, qu'attendez-vous donc pour parler? Oh, silence, Marcus! Aidez-nous à trouver le trésor de la famille Lorry. Jonathan, vous savez où il est? Moi, je savais, il est... Oh, cette fois, c'en est trop. Vous ne cessez de faire du bruit, Marcus. On discute derrière nous et voici que quelqu'un entre. Sandra, vous vous asseyez, s'il vous plaît. Je vous prie de m'excuser. Pardon. Ah, il est avec nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde dehors! Pourquoi vous avez tout ça? Ne restez pas là! Ah, juste quand on avait réussi à obtenir quelque chose. Ah, ça va? Oui, je suis juste un peu choquée. Où est-elle allée? Qui ça? Sandra McKillop. Elle est là, regardez. Troy! Troy! Tu préfères qui? Eleanor Bunsall ou Alan Bradford? Bradford, chef. Tu prends l'autre. Tâche de savoir comment elle a mis le feu. Oh, bah, c'est que... Allez, allez! Monsieur Bradford, un mot, s'il vous plaît. Vous ne pensez pas que le moment est venu de parler de votre casier? Si j'avais le choix, je vous répondrais non. D'après vous, Monsieur Tête, l'administrateur du musée, ne connaît pas votre passion immodérée pour les bronzes? Je doute que ça puisse l'intéresser. Moi, je crois que ça le fascinerait. Non, inspecteur, je vous en prie. Vous avez volé un buste d'Oliver Cromwell chez un commissaire-priseur de Bristol qu'il avait estimé à environ 13 000 livres. Ce n'était pas pour l'argent. J'ai fait ça par amour. Je ne connaissais pas encore le vol passionnel. Qui était la dame? Ce n'était pas ce genre d'amour. Je suis fou de cette période. L'histoire de la guerre civile, Cromwell, les têtes rondes. L'inspecteur Barnaby voudrait savoir si vous avez une idée de la façon dont le feu a démarré. C'était la chaleur. Oui, mais est-ce que vous avez quelque chose à voir là-dedans? Ce n'est pas vous qui... Regardez-moi, j'ai l'air d'une pyromane? Je ne dis pas que vous êtes un Arsène Lupin invétéré, mais vous avez passé 6 mois sous les verrous à Reading Jail. Est-ce que par hasard, vous vous y seriez fait des amis, ou plus important encore, des ennemis? Vous pensez que je serais visé, inspecteur? Il semblerait que quelqu'un ne vous apprécie pas. Le portrait, votre nez... C'est peut-être pour ça qu'on a bougé ma caisse, alors. On l'a bien changé de place, je ne l'avais pas mise là hier soir. Nico? Monsieur, je veux dire, oui, Tom. Monsieur suffira amplement. Le magot de la famille Lorry, tu m'as dit que tu savais où il était? Ah oui, l'inscription sur la pierre tombale, c'est du grec. Jonathan Lorry, kai pantate cremata, entade tapentes. Sigi Jonathan Lorry et tous ses biens terrestres. Monsieur. Tu l'as dit à Marcus? Il voulait le savoir. Gavin, dis-moi, c'est une journée typique de ta profession? Ouais, des dingues et puis d'autres dingues. Inspecteur, je crois que vous avez eu une dure journée. Je ne vous dirai pas le contraire. Je vous offre un verre? Oui, volontiers. Pourquoi avez-vous laissé Mademoiselle Bunsall faire ses pitreries dans le musée? Par curiosité professionnelle, je suppose. Je ne crois pas aux fantômes, mais aux personnes avec de sombres motifs. C'est comme ça que vous expliquez le feu qui a pris dans la caisse? Sur le moment, je ne me l'expliquais pas du tout. Mais je peux vous dire qu'on l'a démarré avec un peu de paraffine. Ah, ce n'est pas l'œuvre d'un revenant. Ça n'a rien de drôle, Charlie. Il se passe des choses étranges, sinon pourquoi l'inspecteur Barnaby serait ici? Je suis venu vous demander pourquoi vous vous êtes sauvé en courant tout à l'heure. Est-ce que c'est un crime? Oh, je suis désolée. Oh, j'étais effrayée, puis il fallait que je voie Charlie. D'autres questions?
Oui. Pourquoi Monsieur Bradford vous a choisi pour restaurer le portrait? Et parce que je suis la seule restauratrice à des kilomètres à la ronde. Ça semble curieux, vous essayez de reprendre vos activités et voilà qu'on abîme le tableau du musée. Qu'il retire ça! Qu'il retire quoi? C'est stupide, sous-entendu! C'est-à-dire? Vous avez vu ce qui s'est passé cet après-midi, inspecteur? Allons, calme-toi, c'est normal qu'il pose ce genre de questions. Je de l'écouter! Ça va aller? À court terme, la réponse est oui. En ce qui concerne le long terme, je n'en ai réellement aucune idée. Pourquoi est-elle dans cet état-là? Quand David, c'était mon frère, est mort, Sandra n'arrivait pas à le croire. Au vrai sens du terme. Elle a eu une sorte de dépression nerveuse. Alors je l'ai fait venir ici avec moi et j'ai essayé de la protéger en quelque sorte. De quoi? Non, vous savez, des ragots qui peuvent courir. David était l'homme le plus sain d'esprit qui soit, mais certaines personnes ont prétendu qu'il se serait suicidé. Mais ce n'est pas le cas. Non, ce n'était pas son genre, inspecteur. Vous étiez associé, c'est bien cela? Oui, et il a laissé un grand vide, je peux vous le dire. Sandra a peut-être perdu un mari, mais moi j'ai perdu une personne qui comptait plus pour moi que je ne l'avais réalisé. Si vous me parliez d'Eleanor Bunsall... Oh. Elle chevauche des balais et elle s'occupe bien trop des problèmes des autres. C'est une femme inoffensive. À condition de ne pas écouter les bêtises qu'elle raconte. L'ennui, c'est que Sandra ne jure que par elle. Eh oh! Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un détecteur de métaux. Mettre une note dans le journal de la paroisse. Il n'y a pas de trésor dans la tombe de Jonathan Lorry. Alors ne perdez pas de temps à creuser. J'adore ce musée, ce village. Et je n'ai pas vraiment envie de le quitter. Dans ce cas, pourquoi partez-vous? Je n'ai pas le choix. Partir en France, j'ai une maison là-bas, dans le sud. Un bel endroit, bien tranquille. Avec des oliviers pour l'huile, des vignobles pour le vin. Et la mer, un jet de pierre. Qu'en dites-vous? Moi? Oui, vous y réfléchirez. Oh, on dirait que vous venez de décrocher le gros lot. Un trésor enfoui? Oui, vous venez réclamer votre part, inspecteur? Non. Mon assistant est doté d'un esprit très pratique en général, mais il y a une toute petite partie de lui qui voudrait bien croire aux revenants. Et à leur habileté à mettre le feu dans les caisses d'emballage. Or, ceci s'est passé hier à cette heure-ci et à la minute près. Troy, donne-moi ta main. Pardon? Donne-moi ta main. Oh! C'est ainsi que ça s'est passé. Le vitrail. Il doit bien avoir 200 ans. Verre irrégulier avec un prisme. Ce qui signifie... La réponse, Troy? Que la personne qui a bougé la caisse connaissait bien cet endroit. Comme un conservateur, ou un administrateur, ou une femme de ménage. La police croit que j'ai abîmé le tableau moi-même pour avoir le boulot. Je suis sûre que tu te fais des idées. Je dois terminer ce travail par égard pour Alan. Par égard pour toi? Oui, bien sûr. Ça te pose un problème? Je sais pas où faire ça, à la maison ou bien au musée. Je vois, le musée a pris une autre dimension à tes yeux. Je n'arrête pas de croire que David se tient à côté de moi. Il est constamment là. On va discuter de ça. Si tu renonces à travailler au musée, alors ton imagination va renforcer cette sensation. Si tu vas y travailler, tu vas l'affaiblir. Est-ce que tu ressens le besoin de te prouver que tu n'es pas en train de devenir folle? J'ai envie de voir David. C'est ce qui me fait très peur. C'est bon les enfants, vous terminez ce que vous avez commencé.
Allez, il est temps de partir à présent. Si vous voulez bien me suivre au premier étage. Sandra, je vais chercher des rivets pour fixer son gantelet. Ils sont dans mon bureau. J'en ai pour 2 minutes. David? David? Est-ce que c'est toi? Sandra! Sandra! Est-ce que ça va? Oh. Oui. Oui, ça va, oui. Vous avez eu tout à fait raison de me téléphoner. Pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt? J'aurais dû le faire, je sais. J'avais l'habitude de tout vous raconter avant, mais... C'est Charles qui ne veut pas. C'est bien les hommes, ça. Ils croient être les seuls capables d'aider les autres. Même s'il pense que je deviens folle, il est trop poli pour le dire. La folie n'est qu'une invention, ma chère. La folie n'existe pas. Il n'y a que des degrés divers dans ce qu'on nomme la raison. La vôtre et la mienne ont un peu plus de degrés, c'est tout. Et maintenant, que puis-je faire pour vous? Eh bien, ces choses étranges qui se sont passées au musée, le portrait, le fauteuil à bascule, la cloche, le feu. On prétend que c'est Jonathan Lorry, mais je crois que c'est David qui se signale à moi. On va le savoir tout de suite. David! Tu vas nous dire ce que tu veux. Montre-toi, mon garçon! Fichu bâtard! Vous me l'avez volé! Vous avez volé mon héritage! Rendez-moi mon héritage! Rendez-le-moi, vous entendez? Éléanor, non! Nous sommes des femmes modernes. Nous n'avons peur de rien. Suivez-moi. Inspecteur, qui a pu faire une chose aussi monstrueuse? Je n'en sais rien, monsieur Bradford, je viens juste d'arriver. C'est dingue. J'aurais pu être à sa place. C'est Marcus Lorry. Il venait sûrement déterrer la fortune familiale. Quelqu'un est arrivé avant lui. Ouais, il n'y a jamais eu le moindre trésor.
Que des pièces de cuivre dans une bourse de cuir. Seigneur, ils l'ont seulement amoché. Avec quoi? Et avec la tranche d'un objet très dur. On l'a frappé à 6 reprises. Mais pas avec ça? Non, non, pas de sang et ça ne correspond pas aux blessures. Qui a découvert le corps? Eleanor Bunsall, chef. Elle qui pense que la mort est une invention. C'est affreux de penser qu'on ait pu s'attaquer à un vieillard. Ah, c'est le chien de Monsieur Lowry. On ne va pas le laisser là. Mets-le dans la voiture. Elle vient. Et où était le système d'alarme, monsieur Tête? Je pensais vous en avoir parlé. Ça ne s'installe pas en claquant des doigts. Peu importe. J'aimerais que nous ayons une petite discussion tous les deux. Pourquoi? Vous pensez qu'il y avait de l'argent dans ce caveau, n'est-ce pas? C'est bien ce qu'a indiqué votre détecteur de métaux? Il faudra aussi que je fasse une déposition, inspecteur. Pourquoi? Vous l'avez tué? Mais non, où allez-vous chercher ça? Bravo, au moins il sait mettre les gens à l'aise, celui-là. Pourquoi il y avait des pièces dans la tombe? Pour le passeur. Pour qui? Jonathan Lowry était un humaniste. Il avait étudié le grec. Il avait pris un peu d'argent pour payer le passeur qui lui ferait franchir la rivière Styx. Tu n'étais pas au courant, Troy? Tourne à gauche. Règle numéro... On en est à combien, Nico? La 7. Règle numéro 7, il ne faut jamais mettre le clignotant, comme ça les autres conducteurs gardent l'œil ouvert, hein, Troy? Mademoiselle Bunsall, qu'est-ce que vous faisiez dans le cimetière à minuit? Je ne crois pas que ce soit vos affaires. Veuillez m'excuser, pardon. Je suis insomniaque. Je sors souvent la nuit. Et vous faites le tour du cimetière toute seule? J'ai des amis, figurez-vous. Donc vous êtes là à discuter avec de vieux amis, vous entendez Marcus hurler, vous vous précipitez à l'intérieur et il est là, mort. Pas mort, inspecteur. Simplement assassiné. Oh, je suis navré. La mort est une invention. Auriez-vous vu quelqu'un d'autre? C'est-à-dire? Eh bien, quelqu'un comme son assassin. Il pouvait très bien se trouver dans le musée. Si j'avais constaté qu'il se trouvait encore là, je l'aurais supprimé. Je suis heureux que vous l'ayez évité. J'avais une arme, inspecteur. C'est du gaz lacrymogène? Oui, je me suis procuré ça en France, pendant la Coupe du Monde, et ça s'est révélé très utile. Mademoiselle, ceci est illégal en Angleterre et je dois vous le confisquer. Dans ce cas, je vais refuser de coopérer davantage. C'est trop tard. Vous nous avez déjà dit tout ce que nous désirions savoir, excepté le nom de la personne qui était avec vous cette nuit. Mes lèvres sont scellées, en accord avec ma version du serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, dites-vous? Donc vous vous trouviez là professionnellement. Avec qui? Encore des questions? Sensées, si possible. Oui. Est-ce que tout reste en vie dans votre monde, mademoiselle? Les personnes, les plantes, les animaux? Vous êtes plus futé que vous le paraissez, jeune homme. Nous faisons tous partie d'une chaîne continue, d'une saga sans limite. Nous nous flétrissons, oui, mais c'est pour renaître sous de plus jolies couleurs. Donc vous pouvez parler à Jonathan Lowry, ou aux petits oiseaux, ou bien même à un sapin de Noël, aussi facilement que vous nous parlez? Et mieux encore, parce qu'eux, ils apprécient ce que je dis. Ah, je vois. Eh bien, merci. Merci, mademoiselle, c'était fort aimable. Vous n'allez pas partir tout de suite? Pourquoi, vous avez autre chose à nous dire? Non? Mais il n'a pas fini de réparer mon pneu crevé. Que Dieu me protège des punaises à cheveux gris. Elle est aussi rugueuse qu'un gratte-pied. Et elle est totalement demeurée. Tu exagères, Troy. Je l'aime bien, moi. Et ce n'est pas faux ce qu'elle dit. C'est même sensé, après tout. Nous faisons bien partie d'un interminable cortège. Si vous le dites, monsieur. Et selon ses propres dires, elle ne considère pas le meurtre comme le fait de tuer quelqu'un. Oui, mais elle était là quand Marcus Lowry a été tué. Tiens donc. Qu'est-ce qu'ils mijotent, ces deux-là? Inspecteur! Venez vous joindre à nous. Si on vous demandait où se trouvait votre belle-sœur aux environs de minuit, vous répondriez au lit, je suppose? Ce qui est vrai. En tout cas, je crois. Nous pensons qu'elle était au cimetière avec Eleanor Bunsall et qu'elle voulait entrer en contact avec son mari. Non, par pitié, non. Inspecteur, il vous est arrivé de rencontrer des gens comme Sandra, avec ce genre de symptômes, je veux dire. En quoi consiste-t-il? C'est tout ce que l'on associe à la dépression. Humeur changeante, insécurité et crise de panique. Mais ça ne ressemble pas du tout à Sandra. Je l'ai toujours considérée comme une fille forte, déterminée, capable. Les gens changent. Surtout quand ils perdent leur conjoint.
Mais tu nous l'as dit, Charles, et Sandra nous l'a dit aussi. Elle retrouvait ses forces. Et en l'espace de quelques jours, tout s'est envolé. Vous sauriez expliquer ça? Pas vraiment, mais... certaines choses me laissent perplexe. Par exemple? Le portrait a été lacéré. C'était évident qu'on choisirait Sandra pour le restaurer. Maintenant, imaginons l'inverse. Elle sera choisie pour le réparer, alors on le lacère. Est-ce que tu insinues qu'il y aurait pu avoir un motif caché là-dessous? Continuez, monsieur Bradford. Et qui plus est, ce portrait lui rappelle sans arrêt son défunt mari. Vous étiez là quand je lui ai fait voir la carte postale. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Je commence quand? Ce portrait ressemble étrangement à David, c'est vrai. Oui, et lui rappelle sans cesse son mari. Mais elle connaît ce portrait depuis toujours. Pourquoi lui accorde-t-elle soudain une telle importance? Et à cause de tout ce qui s'est passé tout autour. La cloche qui sonne la nuit, la caisse qui tout à coup prend feu. Et hier, je l'avais laissé seul dans le musée pendant 2 minutes. Ça a suffi pour qu'un buste de Charles Ier se fracasse par terre. Sandra m'a dit qu'il s'était déplacé tout seul devant ses yeux. Et elle a filé aussitôt voir Eleanor Bunsall. C'est exact. Et comment le savez-vous? Parce que depuis ces derniers jours, je n'arrête pas de la suivre partout où elle va. Elle m'inquiète. Sandra? Dieu soit loué, tu es là! Est-ce que je peux savoir ce qui se passe ici? Mademoiselle Bunsall? On l'a tuée? Oui, mais qui? Il n'y a personne ici. Allez-vous-en. Partez en vitesse et sans faire de bruit. Vite. Donc, vous étiez là, monsieur McKillop? Dieu soit loué. Il aurait pu s'attaquer à Sandra. Ou à Mademoiselle Bunsall. Mademoiselle Bunsall le lui aurait fait regretter. Où se trouve Sandra? Elle est couchée. Je vais la réveiller si vous le désirez. Non, 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 non. Je vous remercie, messieurs. On vous laisse à présent. Alors maintenant, c'est Sandra qui est visée? C'est une hypothèse que tu rejettes, exact? C'est vrai. D'accord. Dis-moi dans ce cas, pourquoi le vieux Marcus a été tué? Pour l'argent des Lowry? Il n'y en avait pas. Ça, l'assassin l'ignorait. Si, il le savait quand Marcus est entré, il le savait. Il avait creusé jusqu'à déterrer le squelette et n'avait trouvé qu'un vieux tas d'os. Alors ça a dû le mettre en fureur, tout ce travail pour rien. Il se venge sur lui, il le bat à mort, il en fait de la chair à pâté. Vu la façon très vivante dont tu dis ça, on pourrait presque croire que tu y étais. Anne, je ne veux pas vous précipiter, mais... Rassurez-vous, Jim, j'ai réfléchi à tout ça. La réponse est oui. Je vais venir avec vous. Vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Quand partons-nous? Oh, j'aimerais partir bientôt, dans un jour ou 2. Pourquoi? Que se passe-t-il? Barnaby veut parler avec moi. Jim, vous n'avez rien fait de grave, dites-moi. Comme par exemple tuer Marcus. Non, non, non. Non, non, je n'ai pas envie que la police aille fouiller dans ma vie passée, c'est tout. Il y a 1 ou 2 choses que vous devez savoir sur moi avant qu'on s'en aille, au cas où vous désapprouveriez. Qu'est-ce que vous diriez de m'en parler dans un endroit plus confortable? Je peux savoir qui vous êtes? Non, la question est, vous, qui êtes-vous? Jim. Je me souviens que tu leur servais de banquier à George Burton et à sa bande. Tu les avais entubés, et puisqu'ils sont tous claqués, tu peux dépenser le pognon. Tu te débines? Que 100 livres? Avec tous les projets que j'ai faits, 100 000 livres, ce serait plus correct.
On ne va pas revoir Mademoiselle Bonnesalle, pas aujourd'hui? Tu y vas si tu veux. Non. L'ennui, c'est qu'après le pneu crevé, j'ai dû déboucher l'évier, mettre un joint à une fenêtre et changer une tuile. La police doit aussi aider les petites vieilles à traverser la rue. Ce sera des œufs au bacon pour moi, ainsi qu'un grand café au lait avec 2 sucres. Tu prends ce que tu veux? Monsieur? Un café noir, s'il te plaît. Si vous voulez un truc plus substantiel, je lui répéterai pas. Je parle de votre femme. Sans sucre. C'est un chouette gars. Mais vous savez, la dernière, il va être plus payé pour m'imiter que moi je suis payé pour être moi. On vit une drôle de vie, Troy. Écoute, je voudrais connaître le compte en banque de Sandra McKillop. Sa fortune. Tu n'as qu'à voir notre vieil ami, Monsieur Jocelyn. J'ai lu là-dedans que c'est lui, le notaire de leur société. Allez, montez, Anne. D'accord. Attendez. Tenez. Attention à la porte. Jim, l'inspecteur Barnaby est là. Vous êtes là? Eh ben dis donc, ils sont pas allés de main morte. Troy, tu montes. Dépêche. Nico, tu vas par là. Monsieur Ted partirait-il en vacances? En quelque sorte. Il voulait m'emmener avec lui. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Où en vacances? En France. Et pour toujours. Quoi, il veut laisser tout ça? Vendre la maison? Monsieur! Oui? Vous êtes sûr de le connaître? Ça m'étonnerait bien qu'il s'appelle vraiment Jim Tate. C'est une véritable pagaille à l'étage. Tout est sans dessus dessous. Jim n'est pas là-haut? Non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, dites-moi? C'est dans ce bouquin. George Burton. Le dernier d'un gang. Un homme que Monsieur Ted surveillait de très près, de toute évidence. Les valises sont bouclées, il veut s'en aller. En France, dites-vous. Dans quel coin de France? Dans le sud. Les oliviers, les vignobles, la mer. C'est ce qu'il m'avait promis. Il faut de l'argent pour ça. Beaucoup d'argent. On a vraiment du mal à y croire. Pourtant, il était là, on l'a tous vu. Marcus n'était qu'un radin et un vieux paresseux, c'est tout. S'il ne l'avait pas été, il serait encore en vie. Salut, vous deux. Salut, Alan. On vient chercher le tableau. Oui, je vais finir le travail dans mon studio. Bonjour, inspecteur. Bonjour. Inspecteur Troy. Ce buste qui est tombé par terre, il était posé où? À cet endroit-là. Et il a atterri ici. Il était en 1000 morceaux. Vous savez comment ça a pu arriver? Je n'en ai aucune idée.
Madame McKillop, vous avez une idée là-dessus? Aucune, non. Au cas où vous auriez des doutes, il n'y a aucun fantôme ici que des êtres humains avec leur lot de faiblesses. La cupidité, l'envie, la méchanceté. Quelqu'un a ouvert cette fenêtre de l'extérieur et a ensuite tiré sur un fil de nylon. Un fil de pêche, peut-être, qui avait été enroulé autour de la tête. Et quand la statue s'est brisée, la personne a tiré le fil. Simple comme bonjour. Mais pourquoi, inspecteur? Troy. Tu ne sens rien? Le poisson. Oui. Vous avez une cave quelque part? Vous allez me la montrer. D'accord. C'est par là. Est-ce que ça va, monsieur? Vite, rattrapez-le! Nico! Qui est-ce? J'en sais rien. Vous deviez bien savoir qu'il était là. Je n'en savais rien, je vous le jure. On l'a perdu, monsieur. Tu es payé pour l'attraper, Troy, pas pour le perdre. Règle numéro 24. Attends toujours un compliment. Vous savez qui c'est? Cet homme, c'est un fantôme qui se gave de poissons. Rien de bien méchant, Tom. Vous avez un vilain bleu, donc arnica. Une bêche, avez-vous dit? Je ne savais pas que le jardinage était aussi dangereux. C'était un fantôme, mais il était coriace. Merci beaucoup, Tracy. Je vous téléphone bientôt, d'accord? Une vieille amie? Une nouvelle amie. Parfait. Toutes mes amitiés à Joyce et à Cully. Dites-leur... Cathy, je vais vous poser une question très importante. Je sais que votre salle d'attente est pleine de monde, mais si je voulais faire perdre la raison à quelqu'un, est-ce que je le pourrais? Non, mais j'en suis la preuve vivante, chef. Sérieusement? Oui, c'est très facile. Et le pousser au suicide? Ça dépendrait de votre victime, mais on peut créer la paranoïa de toutes sortes de façons. Psychologiquement, chimiquement, chirurgicalement. Vous êtes en train de parler de qui? Sandra McKillop. Ah, c'est pour ça que vous êtes venu ici et pas à l'hôpital de Coston. Eh bien, Sandra, ainsi que vous devez le savoir, est une patiente à moi. Donc vous n'aurez pas un seul détail. Et même si elle était sur le point de devenir folle? Je voudrais vous aider, Tom, je vous assure, mais... Je l'avais envoyée voir une thérapeute juste après le décès de son mari. Elle peut peut-être vous en dire davantage. Elle s'appelle comment, docteur? Linda Marquis. C'est une très bonne thérapeute, mais elle est peut-être déjà connue de vos services. J'ai discuté avec David ce matin. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, lui, il n'a rien dit du tout. Mais vous venez de dire que vous avez parlé avec lui. Non, vous n'avez pas compris comment ça fonctionne, ma chère. Les David de ce monde-là ne me parlent pas réellement. Je ne fais que me mettre dans leurs souliers et je parle à leur place. C'est à sens unique comme conversation, ça me donne l'impression d'être au cinéma. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire? Ce que j'ai à dire, c'est que David voudrait que vous redeveniez la jeune femme heureuse et pleine d'assurance que vous avez toujours été. Bon, vous allez tout me raconter. Qu'est-ce qui vous a fait changer? Sa disparition. Ça fait partie du problème, c'est certain. Si on parlait de votre alimentation... C'est-à-dire? On est ce que l'on mange, Sandra. Tout le monde le sait. Mais qui met cette théorie en pratique? Hein, personne.
Est-ce que vous saviez par exemple que les épinards peuvent être des légumes qui vous dépriment? Et que le fenouil est un remontant? Non. Charlie fait toute la cuisine et je ne crois pas qu'il serait très... Dites-moi ce qu'il vous sert comme genre de menu. Je vous écoute. On a les affaires de notre squatter. Vous avez trouvé son nom? Non. Et on n'a toujours pas l'arme du crime. Stylo et papier, Nico. Tiens. Un reste de sandwich au pilchard, qui sent la vase et l'huile rance. La vie de Sandra McKillop pourrait être en danger selon vous, ou juste sa santé mentale? C'est une bonne question, ça, Troy. Un beau couteau de poche de marque suisse, tout neuf. Le notaire des McKillop t'a enfin contacté? Non, il aime se faire désirer. Une veste en gros tissu bleu. Du genre Caban? Écoutez, nous avons une vraie victime, Marcus Lowry, et aussi plusieurs vrais suspects. Notre favori étant ce gars-là. On ne devrait pas chercher qui il est et où il est allé? Il est allé se terrer, Troy. Je ne sais pas où, mais ceci dit, je crois savoir qui c'est. C'est vrai? Oui. Et si quelqu'un voulait bien fracturer une serrure à ma place, je pourrais le prouver. Tu es trop gentil, Troy. Tenez, monsieur. Vous avez du nouveau, inspecteur Barnaby? Je parle de Jim. J'ai envoyé une équipe d'experts fouiller son cottage. Ils ont trouvé un peu de sang sur l'un des fauteuils. Il y a eu une bagarre, ça c'est certain. Mais on ignore ce qu'il en a résulté. Mais où est-il alors? Il m'a laissé tomber, c'est ça? Comme tous les hommes que j'ai aimés. Je vous contacterai à l'instant où on saura quelque chose. Donnez-moi une bière et du vin blanc, s'il vous plaît. Et voilà. Pourquoi ce pub, Tom? Qu'est-ce que tu lui reproches? Il te déplaît? Non, je l'adore. Tu veux répondre à ma question? J'ai demandé à Troy de venir. S'il ne se fait pas prendre avant. À cause de quoi? Il pénètre par effraction chez Anne Quaritch. Je délègue mes fonctions. Troy fouille chez Anne, Nico et Kelly. Tiens, au fait, est-ce que tu sais où ils sont? Chez Jim Tate, c'est là qu'ils sont. Eux, ils fouillent dans son passé. Bonjour, madame. Bonjour, Gavin. Nous avançons, avec une légère variation. C'est-à-dire? Le paquet de maquereaux. Il a disparu du frigo de la cafétéria. Je l'avais pourtant bien étiqueté. Ça ne fait rien, j'en ai pris un autre au supermarché en venant ici. Le même, exactement. J'en ai pour une minute. On y va. Tiens, bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Servez-moi une réponse franche et directe. Ceci est un ticket de caisse. Il était épinglé sur un placard de votre cuisine. On y trouve un paquet de maquereaux qui est au prix de 2 livres 13 pence. Ça, c'est un paquet de maquereaux. Au prix de 2 livres 13 pence, ramassé dans le cimetière. Vous vouliez le donner à l'homme qui se cachait dans la cave du musée. Vous ne l'avez pas dénoncé? Pour quelle raison? Parce qu'il m'aurait fait la peau. Qui est-ce, Anne? Nous avons été mariés, lui et moi. Ralph Edward Bailey. Il faisait 10 ans pour homicide involontaire. Il s'est enfui de la prison de Durham il y a 4 semaines. Vous avez divorcé en juin 1987 et vous avez repris votre nom de jeune fille. Et il a tué de nouveau, vu la façon dont les choses se présentent. Marcus Lowry, vous avez protégé un très dangereux criminel. Comment vous avez su que c'était moi, inspecteur? Rappelez-vous, je vous avais accompagné chez Jim Tate. Votre cabas est tombé. J'ai remarqué la forte odeur de poisson fumé. C'était pour qui? Moi. Non. C'était pour Ralph, caché au musée. Où il n'est plus, d'ailleurs. Alors, où se trouve-t-il? Il est allé se cacher chez Jim, dans son cottage. On y est. Ah, je dois avouer une chose, elle a pas laissé faire le ménage. Si t'avais vu la pagaille qui régnait ici. Qu'est-ce que l'on est censé chercher ici? Tu peux me le dire? J'en sais rien. Et toi, tu cherches quoi? Je crois que j'ai deviné.
On s'arrête là et on monte fouiller là-haut? Ouais. Cali! Papa! Où est-il? Dans le grenier. Ça ne fait rien. N'est qu'une voiture. Et où est Nico? Il ne vient pas avec nous. Je ne veux pas qu'il voie les aspects glauques du métier. Je n'ai pas très envie de les voir, moi non plus. Hier soir, tu es allé chez Jim Tet en 4 minutes pile. Tout ce que je t'avais dit sur ta façon de conduire, je le retire, sans réserve. Où est-ce que nous allons? Chez Linda Marquis. Je n'ai pas pris de petit déjeuner. Je peux m'arrêter et acheter quelque chose? C'est moi qui régale. Donc Marcus a été tué par Ralph Bailey, qui a aussi pillé la tombe de Jonathan. Si elle contenait bien de l'argent, il n'a pas hésité. Mais pourquoi aurait-il joué les fantômes devant Sandra McKillop? Pour la faire quitter le musée? Sa présence devait l'empêcher de circuler à sa guise. Bradford était là constamment, lui aussi. Or, il n'a rien tenté pour le faire fuir. Non, mais il l'a à moitié assommé une fois. Et ensuite, il a rendu visite à Jim Tet parce qu'Annie avait dû lui dire qu'il avait de l'argent. Tout ça se tient, je suis d'accord, mais je trouve que les pièces du puzzle s'emboîtent trop bien. Qu'est-ce qui vous ennuie? Justement, que ça s'emboîte trop bien. Donc, pour embrouiller les choses à plaisir, on va chez Linda Marquis. Pour les démêler, au contraire. Sandra McKillop est au cœur de tout cela, et Linda Marquis lui sert de confesseur. Comme je suis le tien, mon cher Troy. Combien de fruits avons-nous le droit de manger par semaine? J'en ai aucune idée. 4. Le bacon frit, c'est la même chose. Je repère du coin de mon œil acéré quelque chose qui commence par un C. Oui, ça va, j'ai saisi. Je sais, le cholestérol. Non. Charles. Bonjour, monsieur McKillop. Vous êtes matinal, dites-moi. Bonjour. Ça a l'air étrange, je suppose, mais Sandra n'est pas la seule qui ait besoin de se faire aider. Ça n'a pas été facile pour moi non plus. Ça, j'imagine. Bien. Au revoir. C'est une visite professionnelle ou vous avez besoin d'une thérapie? À propos de thérapie, j'aimerais des détails sur celle de Sandra McKillop. Je croyais que vous enquêtiez sur un meurtre. C'est ce qu'on fait. Quel genre d'affaires croyez-vous que je traite ici, inspecteur Barnaby? Des affaires très florissantes, d'après ce que j'ai constaté. Premier client à 8h30. Ah, monsieur McKillop. Mes patients sont des gens qui travaillent, j'essaie d'être accommodante. Et je ne répète jamais ce qu'ils me disent. Oh, ça c'est sûr, vous êtes très doué pour garder les secrets. Et spécialement les vôtres. Vous croyez que j'en ai? Oui, et le vôtre est stupéfiant. Cet adjectif le décrit vraiment à merveille. C'est l'héroïne, n'est-ce pas? Ça fait longtemps, inspecteur. 2 petites années, c'est tout? C'est vrai, oui.
J'en ai fini avec ça. Si c'est bien le cas, je vous tire mon chapeau, mais que diraient des gens tels que Charles McKillop ou Sandra s'ils venaient à apprendre cela? Que je suis peut-être plus à leur écoute, peut-être un peu plus humaine. Ah, je vois, oui. Je vais leur poser la question. Non. Si je vous dis certaines choses, vous ne leur direz pas que ça vient de moi. Monsieur Bradford? Je suis passionné d'histoire, moi aussi, en particulier la vôtre. Il semblerait que dans un lointain passé, vous et Sandra McKillop étiez très proches. Alors David McKillop est apparu, richissime, et vous avez été éjecté. On voudrait savoir l'effet que ça vous a fait. Tristesse? Colère? Envie de vengeance? Les autres fois, vous me preniez pour la victime de cette histoire, inspecteur. Le poing dans la figure, le feu... J'ai changé d'avis. Quel effet cela m'a fait? Ça m'a soulagé. Oh, vous plaisantez. Une passion romantique avec une magnifique jeune femme qui vous laisse tomber, vous avez dû être hors de vous. Vous faites tout pour la récupérer, avouez-le. C'est complètement faux, inspecteur. Oui, c'est juste. J'avais jeté mon dévolu sur Sandra. Mais je l'ai fait pour mon père, c'est tout. Je vous demande pardon? Mon père tenait à ce que je me trouve une fiancée. Et j'ai fait de gros efforts pour m'attacher à Sandra, je vous l'assure. Mais sans le moindre succès, je n'avais pas le cœur à ça. Et pour quelle raison? Si la sexualité était la guerre civile, je serais un mignon du roi Charles, pas une tête ronde. Un quoi? Je n'ai jamais été attiré par le sexe opposé. Je crois qu'on ne vous retiendra pas davantage, monsieur. Juste une seconde. Charles McKillop, pas de fiancé, pas de femme? Dans cette guerre civile de la sexualité, où se trouve-t-il au juste? De votre côté, inspecteur. Qui est aussi le mien. Et n'en ai jamais douté un seul moment. Kevin. Monsieur, j'ai le double du testament de Sandra. C'est monsieur Jocelyn qui s'en est occupé. Il est en faveur de sa sœur, qui est au Canada. Sandra a de la fortune? Elle a la moitié de la compagnie, qui est évaluée à environ 10 millions de livres. De quoi faire des envieux. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Et celui qui a cru en moi, bien qu'il soit mort, continuera pourtant de vivre. Et celui qui a vécu et qui a cru en moi ne mourra jamais. Je sais que mon Rédempteur a vécu et qu'il régnera au dernier jour sur la terre. Monsieur le vicaire, arrêtez! Enfin, voyons. Je suis navrée. Fausse alerte, poursuivez. Et bien que ce corps sera détruit, je verrai pourtant Dieu. C'est de lui que je tiendrai la lumière. Et mes yeux, alors, Non, seront... arrêtez! Inspecteur, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Remontez le cercueil. Roy, va voir. Et qu'est-ce que je dois chercher? Des squatteurs. Vas-y. Ah. Oh non. Qui est-ce? C'est Jim Tate, inspecteur. Ça ne peut être que lui. Oui, c'est bien Jim Tate. Toi,
Tu es assis sur ma chaise. Et tu as probablement enfilé mes chaussettes. Allez, va voir ailleurs si j'y suis. Au fait, qui doit passer le chercher? C'est l'un de mes agents, le jeune Angel. Il a dit qu'il passerait aujourd'hui. Tom, nous avons trouvé qui est Jim Tate en réalité. George Burton et sa bande ont volé pour 3 millions de livres de choses diverses, fourgués pour 1 million. Ils ont engagé un comptable, Michael Whistler. Avec ça, il a payé les revendeurs de voitures, les planques, les avocats. Des flics ripoux? Ouais. Il a investi tout ce qui restait du fric. Mais au sein de la bande, qui se trouvait en prison grand complet à l'époque, certains se sont demandé si le magot était bien d'1 million, ou alors d'1,5 million de livres. Et dans ce cas, où était passé l'autre demi-million? Ils ont envoyé un malfrat voir ce Whistler, et il avait filé, disparu dans la nature. Et vous pensez que c'était Jim Tate? Toute la bande était en tôle. Il avait le temps de se métamorphoser, de prendre une autre identité, de recourir à la chirurgie, puis de réapparaître 5 ans plus tard à Sperntalo. Fantastique. Bravo à tous les deux. Téléphone. Oui. Barnaby? Oui, j'arrive dans 10 minutes. On les a retrouvés, lui et ma voiture, sur les quais de Hull. Ils cherchaient du travail sur un chalutier polonais. Alors comme ça, tu aimes le poisson, hein? Alors, Ralph, qu'as-tu comme grief contre Sandra McKillop? De quoi? S'il avait le sens du drame, il s'écrirait d'une voix outrée. Moi? Dites donc, vous l'avez déterré, ce mec. On reparlera de déterrer tout à l'heure. Pour le moment, pourquoi as-tu une dent contre Sandra McKillop? Je n'ai rien contre elle. On te coffre pour meurtre, tu t'échappes de la prison de Durham, et puis tu reviens par ici juste pour admirer le spectacle. Allez, sois franc avec nous, tu avais un vieux compte à régler. Tu as essayé de la rendre dingue. Cloche qui sonne la nuit, buste qui se casse tout seul, caisse qui prend feu. Et si vous voulez le savoir, j'ai toujours eu un grand respect pour Sandra, elle vous le dira. Non, les fantômes, c'était toi. Comme c'est toi qui as tué Marcus Lorry et Jim Tate. Ça suffit, j'en ai marre, je veux un avocat. C'est sûrement lui, monsieur, ou est-ce que ça s'emboîte encore trop bien? Encore un peu trop. Le mobile, le trésor, les opportunités, plus qu'il n'en fallait. Et qui plus est, depuis qu'il n'est plus dans la cave, toutes ces histoires de fantômes ont cessé. Sandra, tu es sûre que ça ne t'ennuie pas si je file? La réunion a lieu dans une demi-heure. Mais non, dépêche-toi. Alan est sûrement là à cette heure-ci. Merci. Je t'en prie. Et n'oublie pas de passer au bureau ce soir, j'ai plein de papiers à te faire signer. Oui? Délice disparu. Ah, Sandra, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Sandra! Mais enfin... Michael Aaron Whistler, devenu Monsieur Jim Tate. Son casier est vraiment chargé. Ce monsieur n'est pas blanc comme neige. Bonjour, Cathy. Nico, une chaise pour le docteur Ballard. Tom, c'est à propos de Sandra McKillop. Vous vouliez savoir si c'était possible de rendre quelqu'un dément? Eh bien, à 10h ce matin, Anne Quaritch a amené Sandra à mon cabinet dans un état nerveux qui frôlait la folie. Pourquoi? Que s'est-il passé? Elle aurait vu des choses écrites sur le mur du musée. David, Délice, disparu. Ça signifie quelque chose? Merci. C'est un mantra que Linda Marquis lui a enseigné. C'est ce qui m'amène ici. Madame McKillop, c'est l'inspecteur Barnaby. J'aimerais vous voir, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. Allô? Vous êtes toujours là? Oui. Je voudrais qu'on se rencontre dans un endroit isolé et que vous veniez seul. Vous connaissez le lac à Martyr Warren?
2 personnes ont été tuées, les 2 par Ralph Bailey. Mais il y a un problème. Il n'a pas pu écrire sur le mur du musée parce qu'il était en prison à ce moment-là. Je ne crois pas que ce soit quelqu'un de vivant qui ait fait ça. Sandra, vous êtes aussi saine d'esprit que je le suis et je vous le prouverai. David Ellis disparu. Si vous avez vu ça, c'est parce que c'était là. Mais quand Alan est allé Ça n'y voir... était plus. Vous êtes le seul qui me fasse encore confiance, inspecteur. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais dites-moi. J'avais cru au début que certaines personnes voulaient vous voir morte. Maintenant, je suis persuadé que c'est la dernière chose qu'ils veulent. Il faut que vous m'aidiez. Sandra? Entre. Entre. Tu vas fermer les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Que du noir? Non, des images de cette pièce. Les fenêtres, les plantes, toi. Donc nos pensées peuvent créer des images. Elles peuvent apparaître sur le mur de notre esprit. J'ai vu ces mots dans le musée parce que David les avait mis là. Non, Sandra. Toi, tu les as vus Il là. cherche à me dire quelque chose et je refuse de l'écouter. Oh, Linda, tu es la seule personne qui réussisse à me comprendre. Aide-moi, s'il te plaît. Il n'y a aucun fantôme au musée. Ce n'est pas autre chose que des bêtises que des gens comme Alan Bradford inventent pour les touristes. Tu fais comme eux. Je vais aller avec toi au musée et je te le prouverai. On y va quand? Allons-y ce soir. J'ai reçu ce rapport du docteur Bullard. C'est sur les drogues. Café noir sans sucre, je peux savoir? C'est Georges Bullard qui m'a prêté ça. Il m'a aussi fabriqué la diapo. Quel est le lien avec les meurtres? Je te le dirai dans la voiture. Il me reste encore quelques fils à démêler. On boira notre café plus tard, viens. Vous leur dites que Ralph menaçait de vous tuer. En tout cas, il vous aurait battu comme plâtre une fois de plus. Alors, raison de plus pour prévenir la police. C'est ce qu'ils vont me dire. Alors vous direz ça? Excusez-moi. Que j'ai protégé un criminel? Vous allez me dire la vérité, Anne, et je vous promets de plaider en votre faveur. Je suis correct avec vous? Bonjour, monsieur Bradford. Bonjour. Comment Ralph savait que Jim Tate avait de l'argent? Vous le lui avez dit? Non, je pense qu'il a entendu Jim parler à quelqu'un de sa maison en France, un jour qu'il se trouvait au musée. Je peux vous poser une question. Comment la vieille Bonnesol a su que Jim se trouvait dans la tombe? C'est parce qu'elle est douée d'une grande logique. Elle a un sens commun très aiguisé. On possède tout ça, mais elle s'en sert. Elle ne possède pas de don particulier comme elle le répétait sans arrêt. Bien sûr que non. Mais il vaut mieux éviter de le lui dire. Hein? Et vous, pendant ce temps, vous ne saviez pas que Ralph se cachait dans votre cave? Non. Ce qui fait de vous quelqu'un de très naïf ou de très stupide. Ou encore pris par des tas d'autres activités. Telles que? Mon travail. J'essaie de faire jaillir la lumière dans des abîmes obscurs tels que Aspern Tallow. Au moins, nous avons ça en commun, monsieur Bradford. D'autres questions, Troy? Ah oui, une. Ça fait longtemps que vous êtes aussi... copains? Je suis venu donner ces gages à Anne. Je le fais chaque semaine et elle m'offre gentiment du thé. Ça s'appelle un rituel. Et autant que je le sache, c'est parfaitement légal. Give in. Ah, les plombs ont dû sauter. Tu vois? Il n'y a rien d'écrit sur les murs. Pas de statue qui bouge. C'est drôle ça, je ne l'avais jamais remarqué avant. Et tu avais raison. On dirait David. Quant à Jonathan Lowry, il a retrouvé sa tombe. Comment ça va, Jonathan? Si vous saviez ce qu'on en a bavé à cause de vous. Ce n'est que le vent.
Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Quoi? Là. Tu ne vois rien, Linda. Quoi donc? C'est David. Regarde! Sandra, toi et moi sommes les seules personnes ici. David est mort et enterré. Il repose dans sa tombe au cimetière. Mais alors dis-moi qui est-ce? Où ça? Je peux savoir de quoi tu parles? Tu es bien sûre que tu ne le vois pas? Dis-moi! Sandra, il faut que tu te fasses soigner. J'ai eu tort de te laisser venir ici. Et moi, vous me voyez, mademoiselle Marquis? Troy, tu vois ce fantôme qui est assis là? Tu vas le transpercer avec ça. Vas-y. Charlie? Charlie? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu oses me faire ça? Ça fait plus de 25 ans que j'exerce. Et je n'ai jamais fait acte de violence contre un prévenu. Mais aujourd'hui, je crois comprendre pourquoi certains policiers le font. C'est d'accord, on a poussé la farce un peu trop loin. La farce? La farce? Puisque vous aimez la plaisanterie, je vous propose ceci. Vous arrivez à me faire rire et vous franchissez cette porte libre comme l'air. Moi, je ne trouve pas ça drôle. Dites-nous pourquoi on est ici, ça vaudrait mieux. Directeur Sandra McKillop, Charles McKillop. Et cela à part égale. David avait légué ses parts de la compagnie à Sandra et vous voulez vous lier. Et comme vous ne pouviez pas la tuer puisque sa sœur aurait hérité, alors vous avez essayé de la pousser à vous donner sa procuration, en manœuvrant pour la rendre folle. Vous vouliez quoi, monsieur McKillop? Mener la grande vie? Ou fuir avec Miss Tête de Chou Talero? Je vous interdis de dire ça. La clinique où vous étiez nous a dit que vous n'étiez pas juste accro à l'héroïne, mais aussi à une drogue du nom de célazapam. C'est un puissant stupéfiant. Vous avez préféré en garder en réserve, au cas où. Et vous avez rendu Sandra McKillop dépendante de cette drogue. C'est pas moi. Oh, attention, Charlie. Les rats désertent le navire. Allez-y, Linda. Faites-vous du bien. Lâchez la vapeur. Comment s'y est-il pris? Dans les plats qu'il cuisinait pour elle. Et puis, il y a quelques mois, selon mon expert médical, vous l'avez sevré totalement. Or, c'est une drogue qu'il est plus dur d'arrêter que l'héroïne, avec 54 effets secondaires connus. Paranoïa, confusion, désarroi total, crise de panique, perte de confiance en soi, et j'en passe, tenez, lisez. Vous savez, Charlie, si vous étiez gardé d'approcher Linda, je pense que vous vous en seriez tiré. Quoi? Vous vous rappelez le matin où on vous a vu sortir de chez elle, et vous avez prétendu qu'il n'y avait rien entre vous? Que des rendez-vous de psycho je ne sais quoi, que vous faisiez durer toute la nuit? Inspecteur, avant de continuer, je tiens à vous dire que l'idée venait uniquement de Linda. C'est de sa faute, c'est ça? Elle vous a conseillé de pousser votre belle-sœur vers la folie. C'est parlé, Troy. Tu la mets dans une cellule. Vous restez où vous êtes. Je vous en prie. Pourquoi? Parce que toi, tu fais partie de ces femmes qui ont toujours tout ce qu'elles veulent dans la vie. Depuis l'amour jusqu'à l'argent. Tout ce que je voulais, c'est en avoir un peu des deux.
Parfait. Maintenant, on passe les détails en revue. Le coup du portrait lacéré? C'était Linda. Choisi pour sa ressemblance avec David? Oui. La cloche qui sonne la nuit? Le buste qui tombe? C'était moi. Le feu dans la caisse aussi. J'ai beaucoup joué dans le musée quand j'étais enfant, alors je sais en tirer parti. Les inscriptions sur le mur? Linda. Mais j'ai cogné sur Alan Bradford. Je mourais d'envie de le faire depuis très longtemps. Est-ce que je peux partir? Ceci n'a rien à voir avec une confession et je ne vais pas vous donner 10 je vous salue Marie après vous avoir absous de vos fautes. Vous n'avez pas hésité à torturer mentalement la femme de votre frère. Mais on ne va pas en prison pour ça. En jouant les beaux-frères attentionnés, vous vous êtes bien fichu de moi. Je doute que j'aille en tôle pour avoir blessé votre ego. Oui, vous avez sans doute raison. Mais j'ai encore une bonne grosse carte dans ma manche. J'ai arrêté un homme qui s'est rendu coupable de 2 meurtres. Ralph Bailey, je sais. Ralph Bailey, oui. Ralph dit que c'est vous l'homme que je recherche. Il dit qu'il vous a vu enterrer Jim Tate. Et je dois dire que cette idée me séduit beaucoup. Après tout, il retourne en prison de toute façon. Et ainsi que vous le dites, vous pouvez très bien vous en sortir. Alors pourquoi je ne vous mettrai pas sur le dos un meurtre? Ou même 2? Et une seconde. Inspecteur. C'est lui qui s'est débarrassé de Jim Tate. Je l'ai vu l'enterrer de mes propres yeux. En l'absence totale de preuves, je préfère sa version. Mais je peux vous aider, moi. Pas pour Marcus, je n'étais pas là, mais 1 ou 2 soirs plus tard, alors que je me rendais au musée, il était 2 ou 3 heures du matin. J'arrivais au portail quand j'ai entendu creuser, là où se trouve la tombe de Marcus. C'était Bailey. Avant qu'il ne jette Jim dans le trou, il lui a volé sa montre en or. Trouvez cette montre. Ce sera une preuve suffisante, non? Si vous écriviez ce que vous venez de dire... Et que va-t-il se passer après? Eh bien, je ne vous accuserai pas d'un meurtre que vous n'avez pas commis. J'ai dit que je voulais un avocat. Ils sont tous partis sur Mars, Ralph. Mais j'ai dans mon bureau un type qui s'appelle Charlie McKillop. Tu le connais? C'est un copain d'enfance. Il dit qu'il t'a vu frapper Marcus Lorry et le tuer. Mais vous l'avez pas cru tout de même? On aimerait connaître ta façon de voir les choses. Mais je vais vous dire ce que je sais. J'avais entendu Jim Tate passer un détecteur de métaux sur la tombe de Jonathan. Alors cette nuit-là, j'ai repoussé la pierre. J'avais pas encore creusé que voilà Charlie McKillop qui s'amène. Il a installé quelque chose. Un projecteur de diapo. Il était en train de l'essayer quand Marcus a déboulé. Et toi qui avais choisi cet endroit pour être au calme? Qu'est-ce que Charlie a fait? Il s'est caché dans un recoin obscur. Fichu bâtard! Vous me l'avez volé! Vous m'avez volé mon héritage! Rendez-moi mon héritage! Rendez-le-moi!
Le projecteur. Tu files fouiller dans ses bureaux, ensuite chez lui. Tu me le trouves. Tu peux compter sur moi, Ralph. Tu vas m'écrire tout ça bien gentiment. Et ta peine de prison ne sera pas rallongée. Rien au premier? Désolé, non. On a cherché partout, chez lui, au bureau, au studio. Navré. J'annonce ça à Barnaby et c'est ma fête. Ah, mais où il a pu mettre ça? Il a pu le jeter n'importe où. Génial. Je sais pas, au hasard, par-dessus une haie ou dans une décharge. Ou dans un truc comme ça. Ouais. On peut toujours aller voir. T'es un petit génie. Mon cher Charles, Ralph m'a dit que c'était vous le meurtrier de Marcus Lowry. Ce que je savais déjà, bien entendu, mais que je ne pouvais pas prouver. Je peux savoir de quoi vous parlez? Il vous a vu le faire. Il raconte des histoires. Non, vous avez été tous les deux très honnêtes. Vous, avec votre description des funérailles un peu étranges de Jim Tate, et Ralph, avec son récit de la façon dont vous avez tué ce pauvre Marcus Lowry. Avec ceci. Et même si vous l'avez nettoyé pendant des heures, il reste plein de tout petits morceaux de Marcus dessus. Tu sais quoi? Charlie nous a dit qu'il t'avait vu enterrer Jim Tate. Et il a même fait une déclaration. C'est vous qui l'avez écrite à sa place. Je t'en prie, Ralph. Pour qui tu me prends? Un tricheur? Rassure-toi. J'ai une équipe qui est en train de retourner la tombe. Si tu étais là, ils trouveront sûrement quelque chose. C'est des craques, j'y étais pas. Si tu n'y étais pas, ils ne vont rien trouver. Tes affaires personnelles, on te les avait enlevées quand on a remis la main sur toi. Et dis-moi, pourquoi avons-nous trouvé les empreintes de Jim Tate sur cette montre? Espèce de fichu bâtard. Oh, Ralph, quelqu'un a déjà dit ça. Je croyais que tu avais plus d'imagination. D'accord, je laisse tomber. Tu restes là. Je vais m'installer là. Papa, tu es en train de parler à un chien. Oui, je sais. Et d'ailleurs, il me répond. Hein, que tu me réponds, Spot? Ce sont les infirmiers de l'asile qui viennent pour toi. J'y vais. Oh, il va me manquer. Il avait fait son trou chez nous. Tu ne trouves pas? Non, pas Nico, Spot. Bonjour, monsieur. Bonjour, Kevin. Oh, il est magnifique. Maman va être bien contente. Dites à votre mère que j'irai lui rendre visite. D'accord, je suis désolé, je n'ai pas pu venir hier. J'étais souffrant. Oh, ça va mieux? Oui, merci, c'est un truc qui a dû m'empoisonner. Notre cantine, c'est pas toujours génial. Hein. Est-ce que vous savez ce qui vous a rendu malade? Je crois qu'ils ont servi du poisson vendredi et du maquereau fumé. C'est ça le problème. On ne sait pas où ça a traîné, hein, Troy? Non, chef. Tenez, au fait, on est en page 3 du journal. Est-ce que la critique est bonne? Hier soir, la police de Coston a arrêté 2 hommes pour les meurtres de Michael Aaron Whistler, connu sous le nom de Jim Tate, le dernier membre de la bande de George Burton encore en vie, et de Marcus Jonathan Lowry. Ensuite, il parle des fantômes. Les fantômes? Le monde ne tourne pas très rond. Un demi-paragraphe sur les crimes et toute une page sur des fantômes inexistants.